Bonjour et bienvenue dans les 4V, Marine Tondelier. Je vais vous montrer la une de la Dépêche du Midi ce matin. Harcèlement, la guerre est déclarée. Le harcèlement qui est un problème majeur, on s'en rend encore plus compte depuis la rentrée scolaire. Et puis il y a eu cette affaire avec ces policiers qui ont débarqué dans une classe, on en parlait dans le journal, pour aller interpeller un élève harceleur. Qu'est-ce que vous inspire cette histoire et cette méthode ? J'ai entendu parler de cette interpellation musclée en plein cours qui manifestement a choqué les élèves, la communauté enseignante, les parents d'élèves. Et on se dit qu'on est passé peut-être d'années d'inaction ou d'incompréhension sur le sujet, de déni parfois. Et là, tout d'un coup, on est dans Walker Texas Ranger, quoi. Donc il y a une disproportion totale. C'est trop pour vous ? Je pense qu'on ne peut pas laisser la communauté enseignante seule sur le sujet. On voit bien qu'ils sont assez démunis, mais on ne peut pas non plus laisser la police seule sur le sujet. Ce n'est pas qu'un sujet de police et de justice. Et donc, ce que proposent les écologistes, c'est de mettre en place des médiateurs scolaires qui seraient là, justement, pour avoir ce rôle dans chaque école. Ne pas laisser, évidemment, les victimes de harcèlement seules et leurs parents. Ne pas laisser les professeurs seuls qui... En plus, on sait, sont pas assez par classe, sont un peu démunis aussi. On doit prendre ce sujet à bras-le-corps, mais c'est aussi beaucoup de la prévention. Ça peut pas être que des interpellations comme ça à la fin. Il n'est pas anormal qu'il y ait une réponse judiciaire au harcèlement. Évidemment, mais ça aurait pu attendre peut-être l'heure de la récréation ou la fin des cours. Par exemple, je pense pas qu'on était à 1 heure près sur ce mineur en plus. Voilà. Ça n'excuse rien à ce qu'il a fait, mais quand même. Le roi Charles III va donc arriver tout à l'heure en France pour une visite d'État, le roi d'Angleterre, dont on dit qu'il a toujours eu la fibre écolo. Est-ce que vous êtes contente de le voir ? Je ne vais pas le voir, vous avez compris. Il est en France, il est le bienvenu, écoutez, comme tous les chefs d'État qui se déplacent. Et puis, surtout, il va aller à Bordeaux. Et donc, moi, je suis extrêmement fière qu'il ait choisi une ville écologiste pour son déplacement, parce que les villes écologistes changent la vie de millions de Françaises et de Français aujourd'hui. Et donc, Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, pourra sûrement lui faire la démonstration de nombre d'arbres plantés, de nombre de pistes cyclables en termes de kilomètres supplémentaires, de repas bio et locaux dans les cantines. On est extrêmement fiers de ces bilans. Et on espère qu'il y aura encore plus de villes écologistes en 2026. Ah bien, vous faites feu de tout bois. Grâce à Charles, évidemment. Comme les autres chefs de parti, vous avez été reçu par la Première ministre cette semaine avec un objectif, mettre la France sur les bons rails pour qu'elle réduise de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est un chiffre à comparer au niveau de 1990. On est visiblement sur un plan à 10 milliards, a annoncé la Première ministre. Est-ce que, là, pour le coup, vous applaudissez ? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. 10 milliards, dont la plupart qui seront dépensés et investis dès l'année prochaine. J'entends un chiffre différent chaque jour et je n'ai toujours pas le détail. Donc alors, je vous dirai quand je vais. 7, et puis on n'a pas le détail. Moi, je vais vous prendre un exemple qui permet de montrer aux Français que la planification et la communication, c'est bien, mais que ce qui compte à la fin, c'est l'action, c'est la viande. Est-ce que vous savez, dans toutes ces émissions de CO2, de gaz à effet de serre de la France, quelle est la part de viande ? Non, vous allez me le dire. C'est 12% de toutes les émissions de la France. On voit bien que c'est un sujet majeur. C'est aussi 60% de la déforestation au niveau mondial. C'est la pression sur l'eau. Et est-ce que vous savez quelle action concrète est proposée par ce plan, du coup, sur la viande ? J'ai un terreau ce matin, mais vous allez me le dire, parce que vous avez assisté à la réunion avec la Première ministre. Aucune. Rien. Et on voit bien du coup qu'en termes d'action, on n'agira pas sur la viande. Le problème, c'est que... On ne sait pas, parce qu'en fait, pardon, mais elle a donné des grandes lignes. 2,3 milliards pour l'agriculture et la protection de la biodiversité, 1,8 milliard pour l'industrie dans le but d'encourager l'industrie verte, 1,6 milliard pour la rénovation des logements, 1,6 milliard pour les transports et la mobilité. 12% des émissions de CO2 sur la viande, rien. Alors s'ils n'ont pas d'idée, ils peuvent nous demander. Ça peut concerner on leur en l'agriculture. donnera. Par exemple, non mais l'élevage, il n'y a rien. Donc, il y a des fermes-usines dans ce pays. Il y a 200 millions d'animaux dans tout le pays qui sont entassés dans des fermes-usines, ce qui crée des problèmes environnementaux, les émissions d'ammoniac dans l'air, de nitrate dans l'eau, les problématiques des algues vertes, par exemple, en Bretagne, c'est lié à ça. Des problèmes sanitaires, parce qu'on les bourre d'antibiotiques, parce qu'il y a des transmissions de maladies, et ça crée d'ailleurs des résistances aux antibiotiques. Des problèmes de dignité et de bien-être animal, évidemment, parce que ce sont plus des fermes, enfin des usines que des fermes. Que c'est vraiment ça n'a rien à voir. Le nerf de la guerre, c'est la viande. Je vous donne un exemple, ça touche tous les sujets. Ça touche le bien-être animal parce que ça n'a rien à voir avec les fermes qu'on offre à nos enfants à Noël. Et c'est des animaux qui ne voient jamais la lumière du jour de leur vie, qui sont entravés dans tous leurs mouvements. C'est de la torture. Et puis, on a parlé de bien-être animal, on va aussi parler de bien-être paysan quand même. Il y a un suicide de paysans par jour dans ce pays. 200 exploitations ferment chaque semaine, disparaissent. Et évidemment, ce n'est pas les fermes-usines. Les fermes-usines, c'est 60% de la production de viande française, 3% des exploitants. Et donc, on voit bien qu'il y a un système qui concentre la production. Pour avoir plus d'aide, il faut produire plus. D'ailleurs, ça étrangle financièrement, ça endette et ça pousse au suicide de beaucoup de paysans. Mais pour un modèle qui ne les fait pas vivre mieux. Et donc, avec ce sujet des fermes-usines, on touche tous les sujets qui ne vont pas dans ce pays. Et ça n'a pas été abordé par la Première ministre ? Il n'y a rien sur la viande. Et donc, on voit bien, moi, je suis végétarienne depuis 2009, je ne demande pas à tous les Français d'arrêter tout d'un coup la viande. On doit se sentir coupable quand on mange un steak aujourd'hui ou pas ? Les scientifiques disent, tous, oui. qu'on mange trop de viande. On en mange
2 fois plus en moyenne en France que ce qui est bon pour la santé. C'est-à-dire qu'on en mange tellement que c'est pas bon pour notre santé. Et qu'il faut en manger moins, mais quand vous allez au meilleure restaurant, qualité. Vous voyez quelqu'un qui se fait servir une pièce de viande, vous le regardez de travers ou... Vous n'avez pas l'air de bien me connaître, je suis plutôt... Il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. On n'est jamais allé veut. au restaurant ensemble. Moi, je n'en mange pas, c'est mon choix depuis 2009, en rentrant de la COP 15 à Copenhague, où je m'étais dit, c'est pas viable. Il se trouve qu'il y a des gens qui aiment bien la viande, ils ont le droit d'en manger. Mais vous voyez bien qu'on en mange trop et que ça n'est pas viable. Donc on a entendu ça, c'est un point qui manque dans ce qu'a annoncé la Première ministre de votre point de vue. Vous proposez un ISF climatique. Également. Est-ce que l'impôt peut toujours être la réponse à tout ? Il doit forcément faire partie de la réponse. Déjà, l'impôt sur les grandes fortunes, j'ai toujours pas compris pourquoi il avait été supprimé. ISF, Votre collègue parlait des redistributions à l'instant. Évidemment que les plus riches et ceux qui sont très très riches doivent contribuer plus. Nous, on propose d'ajouter une dimension climatique à cet impôt. Il serait de combien ? Il serait payable par qui ? Il rapporterait combien ? Déjà, il faut que celles et ceux qui placent leur richesse dans des placements qui... accélère le changement climatique, paye plus, et que le rendement de cet impôt soit attribué aux conséquences du changement climatique. Et surtout, un truc très simple, qu'on vive mieux, qu'on mange mieux, qu'on respire mieux, qu'on puisse se loger mieux et rénover thermiquement son logement, qu'on puisse se déplacer mieux, parce qu'on parle beaucoup des chèques essence, de comment on fait baisser le prix du carburant. On peut aussi parler de comment on a... Vous êtes favorable à la vente de carburant à perte ou pas ? Dis-moi, les distributeurs ne sont pas très chauds. J'ai entendu Bruno Le Maire nous expliquer que ça allait baisser de 47 centimes au litre, et ce matin, c'était 5 centimes. Donc ça a déjà baissé en quelques jours. Il était là et il n'a pas donné de chiffres. Il a donné des chiffres différents chaque jour, donc je ne sais plus quoi penser. Et par ailleurs, évidemment, quand on autorise la vente à perte de carburant, c'est possible quand vous êtes une grande surface, des grands groupes. Pour les stations indépendantes, ça l'est moins. Donc ça, en fait, ça encourage les grandes surfaces qui vont faire de l'essence un prix d'appel parce que vous allez dire, bah tiens, c'est moins cher là-bas, je vais faire mon plein là, puis du coup, je vais faire mes courses. C'est comme ça que ça va marcher. Ça favorise les gros et surtout, en vrai, il faut aider en priorité celles et ceux qui peuvent faire ceux qui peuvent pas faire sans essence. Là, ce que vous faites quand vous faites ça, c'est que vous dites, pour tout le monde, on va baisser les prix. La réalité, c'est qu'il y en a qui peuvent payer une essence chère à son vrai prix. Son prix qu'on annonce depuis des années qu'il va augmenter. Et il y en a qui peuvent faire sans. Oui, je vous réponds sur l'essence. Vous voulez quoi en fait ? Vous voulez une aide ciblée du gouvernement ? Vous voulez encourager la grande distribution à baisser les prix ? Parce que c'est facile de dire mais il faut faire quoi ? On a besoin premièrement, dans cette société qui est intoxiquée à l'essence, d'un sevrage. Et aujourd'hui, les politiques publiques, depuis 40 ans, font que ce sevrage n'est pas possible. Parce qu'on n'a pas d'alternative. Ça va se faire le jour au lendemain. Non, mais si on commence jamais, on n'y arrive pas. Il y a plein de gens qui vont bosser ce matin, qui sont écolos comme vous et qui ont besoin de leur voiture. Qui n'ont pas le choix. Voilà. Et donc, ce que je vous dis justement, c'est que celles et ceux qui n'ont pas le choix et qui ne peuvent pas payer l'essence au prix où elle est actuellement, on doit pouvoir les aider, mais de manière ciblée. C'est pas ce que fait cette mesure qui va baisser de très très peu l'essence en priorité dans les grosses stations qui, du coup, vont attirer de plus en plus de clientèle et les plus petites stations auront un problème. Ce n'est pas une mesure qui est juste, ni sur le plan environnemental, ni sur le plan social. Emmanuel Macron va prendre la parole sur cette planification écologique lundi prochain. Qu'est-ce que vous lui demandez ce matin ? Je l'ai dit, le moratoire sur les fermes-usines. Je pense qu'il y a quelques sujets où il ne peut pas ne rien annoncer. Il y a plein de grands projets autoroutiers inutiles aussi. Par exemple, l'autoroute Castres-Toulouse. Il y a un collègue, Thomas Braille, qui est en haut d'un arbre, en grève de la faim depuis plus de 16 jours devant le ministère de l'Environnement, qui demande un moratoire sur ce projet parce qu'il y a plein de recours qui sont déposés, que sûrement on gagnera, comme on les gagne souvent. Mais les atteintes irrémédiables aux vivants se font avant que les projets soient jugés en justice. On a l'impression que l'écologie Il faut des moratoires sur ces grands projets inutiles. Est très conflictuelle aujourd'hui dans notre société de toutes les parts, de tous les côtés, de tous les partis. Est-ce que c'est pas l'heure de tendre la main au gouvernement, d'ailleurs quel qu'il soit, si on doit tous finir par griller sous l'effet du réchauffement, est-ce qu'il n'est pas temps que tout le monde travaille ensemble ? Et c'est ce que je fais quand je vais voir Madame Borne 2 heures sur le sujet lundi matin. C'est ce que je fais quand je prends rendez-vous avec le secrétaire général à la planification écologique, qu'avec des maires, des élus locaux et des parlementaires écologistes, nous avons rencontré 2 heures la semaine dernière. Nous le faisons, nous avons fait nos propositions, mais encore une fois, les réunions, la communication, il y en a beaucoup avec ce gouvernement, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est l'action. Et donc, s'il n'y a pas de moratoire sur les fermes-usines, pas de moratoire sur les méga-bassines, pas de moratoire sur les grands projets autoroutiers inutiles et pas de mesures très fortes pour encourager la justice environnementale et la justice sociale pour qu'on vive mieux, alors ce plan n'aura servi à rien. Ce serait quand même très dommage. Donc nous, on sera là pour pousser l'action. Le parti d'Éric Ciotti, les Républicains, va organiser une nuit de l'écologie le 10 octobre. On est ravis. Est-ce que vous pourriez y taper l'incruste, aller y faire un tour ? Je crois que je n'ai pas été invitée. Je ne suis pas sûre qu'on ait la même conception des choses, mais c'est très bien que tout le monde s'y met. On en revient au fait que les uns et les autres ne veulent pas travailler ensemble. Je peux quand même reconnaître que M. Ciotti et moi, ce que chacun de vos téléspectateurs a bien en tête,
on n'a pas le même projet sur l'écologie. Oui, mais l'intérêt général face à ce réchauffement climatique... Je suis ravie qu'ils s'y mettent. Et peut-être que les écologistes sont en train de gagner la bataille culturelle après des années à prêcher parfois dans le désert, à être pris pour des fous, à être moqués. Maintenant, nous y sommes. Tout le monde est d'accord avec les constats qu'on faisait depuis des années. On attend maintenant qu'ils soient d'accord sur les solutions et qu'ils les mettent en œuvre. En quelques mots pour finir, Prisca Thévenot, la secrétaire d'État, veut réfléchir à rendre obligatoire et à généraliser le service national universel. C'est une bonne idée ou pas? Ça remettrait un peu de structure dans la société? C'est compliqué parce que les jeunes, est-ce que c'est ça qu'ils attendent? J'en suis pas sûre. Les jeunes qui naissent là en 2023, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Donc voilà, il y a un sujet social aussi. On voit bien qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, que la rentrée scolaire, les prix avaient augmenté de 11,3%, qu'il n'y a jamais autant de précarité. C'est sur le SNU. Oui, mais déjà qu'on garantisse un avenir durable à ses enfants et de quoi manger. Il y a 10 millions de Français qui mangent mal. Donc voilà, et là on leur propose un truc un peu... assez militaire finalement, je ne suis pas ça que ce soit l'horizon de la jeunesse française. Merci beaucoup, elle est venue avec ses réponses. J'ai tenté de poser quelques questions. Marine Tondelier était dans les 4V ce matin. Bonne journée à vous.